laisse prendre place. Je ne vous présente pas Fabien Fourcade, qui est président de la Fédération du bâtiment des Landes et dont le visage est bien connu de vous, j'en suis certain. Valérie Létard non plus, sénatrice du Nord, merci d'être là. Union centriste, vous êtes vice-présidente du Sénat. De l'autre côté de la table, Thibault Bazin, qui n'est pas mon cousin. Ce sont des choses qui arrivent, cher Thibault, mais on s'est déjà croisés à d'autres endroits en faisant la même blague, pardon. Elle est éculée, mais qui est député LR de Meurthe-et-Moselle et qui a beaucoup d'avis, évidemment, sur le secteur qui vous concerne, et Michael Nogal, bonjour à vous également, député LREM, La République En Marche, et président du Conseil national de l'habitat. Je vous propose de poser sur la table, lors de cette première partie d'après-midi, les propositions de la FFB, ou quelques propositions, les propositions saillantes de la FFB, et d'en débattre librement. Peut-être d'abord d'écouter cet avis qui résonne dans l'actualité récente. Évidemment, personne n'est passé à côté dans cette salle des déclarations d'Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement, sur la maison individuelle. Elle s'en est expliquée depuis, hein, mais elle a dit qu'elle considérait que c'était un modèle peu soutenable. Elle a précisé ensuite, en ville ou à la périphérie des villes, pour être complet, économiquement et écologiquement. Ce n'est pas tout à fait l'avis de Grégory Monod, qui est président du pôle habitat de la FFB et qui pense au contraire que la maison individuelle reste l'un des moteurs du secteur. Il est promoteur immobilier en Haute-Savoie. Écoutez-le. Il est indispensable aujourd'hui de soutenir la construction neuve sur l'ensemble des territoires. La maison individuelle y contribue beaucoup, sachant qu'elle fait partie des habitats les plus souhaités par les Français et qu'elle correspond aux besoins des familles et des primo-accédants. Il faut par ailleurs continuer, avec des dispositifs stables et pérennes, à soutenir l'offre locative privée à prix maîtrisé, car elle participe grandement à un bon parcours résidentiel. Il faut construire sur tous les territoires, je l'ai dit, en tenant compte des enjeux sociaux et environnementaux. Ici, de la maison individuelle sobre, là, du collectif acceptable. On dit un mot d'abord de cette polémique maison individuelle. Valérie Létard, vous voulez commencer, Valérie Létard? Si vous voulez. On continue à construire des maisons individuelles ou pas alors? Je l'espère bien. Et il faut quand même reconnaître que de la part de la ministre Emmanuel Macron, je pense... Wargon en l'occurrence. Wargon, c'est effectivement la ministre d'Emmanuel Macron. Voilà. Ouais. C'est quand même dommage, en fait, au moment où elle essaye de poser des perspectives sur l'avenir de la politique du logement, de poser effectivement un constat comme celui-là, alors qu'on sait bien que la solution, elle est effectivement dans la conjugaison d'aspiration des Français, d'une approche mixée de l'offre de logement, parce que nos territoires ont besoin d'une offre pour chaque type de public, pour chaque type de population, de typologies de logements différentes. Et bien sûr, notre pays a besoin qu'on prenne en compte des réalités territoriales différentes, et notre pays a besoin qu'on prenne en compte des exigences attendues sur le terrain avec des exigences environnementales. Ça ne veut pas dire supprimer le logement de demain, ça veut dire penser à comment sera la maison individuelle de demain. Elle peut être moins consommatrice. Sobre, hein, c'est ce que disait notre interlocuteur. Exactement. Moins énergivore d'une part, moins consommatrice d'espace. Il y a plusieurs possibilités de production de logement. L'offre, elle doit être plurielle, l'offre, elle doit être collective, individuelle. On doit avoir de l'accession, on doit avoir du locatif, tout ce que vous connaissez au quotidien. En fait, la vérité, elle n'est pas unique. C'est trouver la conjonction entre des aspirations, des réalités financières, des réalités environnementales. Et effectivement, ce n'est pas dans le dogmatisme qu'on va la trouver. Qui veut continuer à réagir? Monsieur Bazin, ou bien peut-être la réponse d'En Marche directement? Très bien. Moi, je crois qu'on peut évidemment concilier plusieurs impératifs. D'abord, l'impératif de répondre aux aspirations des Français. Je crois que si on est tous engagés d'abord en politique, c'est pour ça. Et puis, les impératifs environnementaux, moi, je ne crois pas, et je suis très à l'aise pour en parler. J'ai grandi en maison individuelle, j'ai vécu en petit collectif dans le logement social. Aujourd'hui, j'habite en appartement. J'aspire peut-être plus tard à retourner en maison individuelle. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. La question, c'est comment on fait aujourd'hui pour concilier ces impératifs. Et là-dessus, je crois que Emmanuelle Wargon a pu clarifier ses propos. Et l'idée n'était pas de remettre en cause le modèle de la maison individuelle, mais bien de construire mieux, de construire là où on a des vrais besoins.
Et elle évoquait le sujet des lotissements des années 60 et 70, c'est-à-dire ces lotissements un peu au milieu de rien. Voilà, on appelle le mitage. Hein, voilà, c'était cet esprit-là, c'était dans cet esprit-là qu'elle a parlé de la maison individuelle. Oui. Monsieur Bazin, vous avez l'air perplexe. Je suis perplexe parce qu'en fait, les propos de la ministre ne sont pas une découverte. Ça ne fait que trahir une pensée qui est sous-jacente à ce que le gouvernement porte depuis quelques années concernant la maison individuelle. La maison individuelle ne doit pas être cantonnée à certains territoires pour certains types de destinations. On peut faire de la maison individuelle destinée à l'investissement locatif et d'avoir supprimé le Pinel sur de la maison individuelle groupée dans des cœurs de métropole est une erreur parce que sur certaines parcelles, la maison, pour faire de la couture urbaine, est beaucoup plus adaptée. Et d'ailleurs, on peut obtenir des densités beaucoup plus intelligentes. Parfois, on a des difficultés sur le sous-sol et on ne peut pas construire des collectifs avec les stationnements en sous-sol. Et parfois, la maison peut être une solution et on peut obtenir des densités importantes. Il y a une forme de caricature dans la vision. Quand on a de la maison, finalement, on va consommer énormément de terrain, alors que le collectif, c'est l'inverse. Terrain, du carburant, on a une Moi, j'ai un exemple dans ma commune, là où la densité est la plus faible, c'est là où on a les immeubles collectifs sociaux. Et là où on a la densité la plus forte, c'est là où on a un village-rue avec une densité extrêmement forte. Et donc, finalement, il faut faire attention à des visions un peu caricaturales. Il faut qu'on puisse permettre de la construction neuve partout sur le territoire. Et il faut qu'on puisse permettre de la rénovation partout sur le territoire. Parce que ça crée des cercles vertueux, attractifs, stimulants, et j'allais dire challengeant l'ensemble des acteurs. Et je crois que c'est très important qu'on puisse offrir surtout des réponses aux besoins de nos concitoyens qui ont besoin d'espace privé, d'intimité. Et la maison le permet. C'est entendu, je n'ai pas pu résister à ce tour de table hein, sur la polémique du moment, vous m'en excuserez, c'est le journaliste qui a repris le dessus. Fabien Fourcade, posons les propositions de la Fédération française du bâtiment sur la table parce que vous voulez effectivement construire partout et l'arme que vous suggérez d'utiliser, le levier, c'est un levier fiscal très largement. Hein. Absolument. Alors, tout d'abord, il est important de souligner que même si nos clients bénéficient d'aides publiques, notre filière est largement contributrice en termes de finances publiques. On a tendance à l'oublier, mais c'est important de le dire en préalable. Le premier sujet sur lequel on souhaite porter le débat, c'est le surcoût généré par la RE 2020 dès le 1er janvier 2022, qui va être de l'ordre de 5 à 10% selon les projets, et qui va continuer de croître avec des contraintes supplémentaires tous les 3 ans dans les années qui viennent. Lié aux normes, hein, c'est ça hein. C'est ça, tout à fait. Alors il ne s'agit évidemment pas, comme l'a dit notre président tout à l'heure, de contester la nécessité d'agir vite et fort pour l'environnement. En revanche, l'objectif, c'est que les bâtiments se construisent et se rénovent. Et il ne faut pas décourager l'action dans l'investissement dans le logement neuf. Aussi, la FFB propose que soit mis en place, pour les ménages, un crédit d'impôt de 15% sur les remboursements d'emprunt pendant les 5 premières années de remboursement. Cela permettrait de couvrir une partie des surcoûts et surtout de maintenir une certaine solvabilité des ménages de façon à ce que les projets puissent se faire. Le surcoût, vous l'estimez à 10% à peu près 5 à 10% selon les projets dès le 1er janvier et ça augmentera encore en 2025 et encore plus en 2028. Donc première proposition, crédit d'impôt voilà. de 10 à 15%, disons voilà. 15% pour couvrir l'augmentation des prix voilà. dus à l'exigence des normes. Exactement, et sur les remboursements et non pas sur les intérêts, comme ça avait été le cas il y a quelques années, oui. vu la faiblesse des taux. Nicolas Sarkozy qui avait proposé voilà. ça à l'époque. Le second point, ce sont... En fait, la FFB souhaiterait la fin des dispositifs fiscaux dérogatoires pour l'investissement locatif. Ils sont là pour compenser une fiscalité particulièrement décourageante. Et en fait, on propose de les supprimer à condition de les remplacer par un régime fiscal de droit commun basé sur l'amortissement du bâti et des gros travaux, sur la déduction sans limite des frais et déficits fonciers pour les ménages dont je rappelle qu'ils détiennent 97% du parc locatif privé. Cela permettrait d'abord de reconnaître à ces ménages une utilité économique, ceux dont ils sont privés aujourd'hui, et puis surtout ça donnerait une stabilité dans la fiscalité de ces investissements qui par nature s'inscrivent sur un temps long. Et ces mécanismes pourraient être calculés à enveloppe constante de façon à ne pas grever les finances publiques. Donc fin des niches voilà. et un mécanisme unique. Voilà. Okay. Voilà voilà les deux premières. Les deux premières. Voilà. Les deux premières. Penchons-nous déjà sur ces... Est-ce que vous êtes prêts à ça?
Vous qui êtes aujourd'hui au pouvoir, finalement, vous pourriez le voter tout de suite. Hein. Bah, si, quand même. Très vous avez une majorité à l'Assemblée, pas si modestement que ça, mais vous avez une majorité à l'Assemblée. Oui, est-ce que ça vous semble être de bonnes idées? Oui, je pense que, alors, sur le crédit d'impôt et par rapport à la crise que l'on traverse et que tous les acteurs du bâtiment font face à cette pénurie de matériaux et donc à ce surcoût aussi, j'entends la demande. L'arbitrage, vous le savez, hein, il se fait toujours à Bercy, donc je ne suis qu'un humble député dans une majorité, mais je soutiens l'idée de ce crédit d'impôt. Non, pas la deuxième, je vais vous expliquer pourquoi. Bah, allez-y. La deuxième, je pense que la création d'un statut à part entière fiscal à la place des dispositifs d'incitation qui existent aujourd'hui, en réalité, je pense que c'est important de garder des dispositifs. Le dispositif Pinel, il marche très bien, il faut l'améliorer, je pense. Il y a la question du zonage qui se pose. Quand on fait des primes, vous savez qu'on a transformé le CITE en prime, c'était pour inciter un maximum de Français à passer à la rénovation. Et donc pour moi, c'est important en fait, d'utiliser le levier fiscal justement pour essayer de convaincre. Et on voit que les primes, les crédits d'impôt sont plus utiles, en tout cas, me semble moi plus pertinent qu'un statut fiscal à part entière, qu'un statut du bailleur privé, comme c'est demandé par beaucoup d'acteurs du secteur. Et je crois que si on veut faire bouger, en fait, pour faire bouger, je pense que le crédit d'impôt, la prime ou la défiscalisation est quand même un peu plus pertinent. Valérie Létard, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une question qu'il faut approfondir, évaluer, regarder effectivement si cette hypothèse est véritablement intéressante et dynamique pour les ménages. Il y a la question des taux qui sont assez faibles aujourd'hui d'intérêt qui fait qu'il faut regarder effectivement avec attention cette question. Il y a peut-être d'autres pistes de réflexion aussi. Quand vous dites qu'il faut regarder cette question, c'est les deux propositions que vous renvoyez de la même manière, c'est-à-dire la suppression le crédit d'impôt. Par rapport à un taux d'intérêt qui est faible, il faut regarder l'attractivité et l'intérêt de cette mesure. Il y a aussi une autre réflexion qu'on peut avoir. Encore une fois, hein, moi, pourquoi pas, mais ce qu'il faut, c'est regarder celle qui pourrait être la plus attractive, la plus intéressante dans un rapport par rapport au coût global que ça peut avoir. Il y a aussi, peut-être, on pourrait y réfléchir à une forme de pré-haut de bilan pour particuliers, à taux zéro, sur lequel on pourrait imaginer un report à 10 ans des annuités. Vous voyez, ça peut être aussi des solutions et des réflexions sur lesquelles on peut éventuellement creuser. En tout cas, ce type de sujet mérite effectivement de comparer et de voir quelles sont les solutions qui sont de nature, encore une fois dans un rapport impact budgétaire, puisqu'il faut quand même parler de choses réalistes, par rapport à l'efficacité auprès effectivement de ceux qui pourront en bénéficier et du plus grand nombre, effectivement avec l'impact sur votre, effectivement sur l'activité de votre secteur. Thibault Bazin. Je crois que les propositions que vous faites sont intéressantes et elles peuvent répondre à certaines classes moyennes supérieures qui payent des impôts et le montage que vous proposez est assez lisible et on arrive à le programmer dans le temps et voir dans une question de remboursement d'un emprunt lié à une acquisition immobilière, on arrive assez bien à la construire. Pour autant, on voit bien que l'enjeu, si on veut vraiment atteindre 450 000 logements par an, il faut qu'on puisse retrouver des personnes qui aujourd'hui se sentent exclues de ce parcours et de cette possibilité. Et sur les classes moyennes peut-être un peu moins supérieures, ça dépend des déciles sur lesquels on se situe, le vrai enjeu, c'est d'être capable de pouvoir leur apporter les fonds propres initiaux, les apports, qui aujourd'hui, on le sait bien, enfin vous le savez dans vos métiers au quotidien, les apports sont de plus en plus importants demandés par les banques. Et alors là, je pense qu'il est important qu'on puisse mettre en place des dispositifs qui correspondraient aux créneaux en dessous, PTZ bonifié, dézoné, APL accession, qui en termes de coût budgétaire pour l'État est plutôt une bonne approche, puisque ça coûterait moins cher que d'assigner des gens ad vitam aeternam à de l'APL tout leur parcours de vie, alors qu'avec l'APL accession, au bout de 15 ans, on l'arrête. On a vu l'effet, c'est 30 000 logements. Vous savez, hein, si on est à 380 000, 390 000, qu'on veut attendre 450 000, comment on est capable de resolvabiliser une partie? Sur le choc incitatif au niveau de l'investissement locatif, il y a une forte inquiétude sur la sortie du Pinel et son verdissement et son ciblage. Aujourd'hui, il faut un choc d'offres de construction et pour pouvoir se faire, il faut qu'on puisse, à mon avis, rendre beaucoup plus attractif le dispositif. Il y avait le Denormandie dans l'ancien, vous le savez, au niveau de la rénovation, on voit bien qu'il a du mal à trouver sa cible. Il faut qu'on se repose la question
pour recréer au niveau de la considération fiscale, de la considération économique, de la considération sociale de l'investisseur particulier, que finalement, quand il investit dans la pierre, il investit dans le pays et que finalement, il apporte des emplois, il va apporter des cotisations sociales, des cotisations économiques, et il faut qu'on puisse lui apporter. Alors, est-ce que c'est un statut, comme vous l'imaginez, ou en tout cas une considération fiscale qui soit positive? Je crois qu'on a du pain sur la planche pour pouvoir y travailler. Oui, la configuration fiscale ou la considération fiscale, pour reprendre votre... C'est très sympa que le fils me considère, mais il me considère positivement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que... Il m'allège, parce que s'il ne m'allège pas, pour le coup, sa considération m'apporte peu. Très concrètement, oui, mais ça veut dire qu'on ne doit pas dire quand vous investissez dans la pierre, c'est quelque chose de rentier, alors que quand vous investissez dans des sociétés cotées, voilà. Moi, je ne crois pas que l'avenir du logement en France passera uniquement par des sociétés immobilières. On le voit bien d'ailleurs, c'était le pari qui était fait par la loi Elan. Il faut regarder les choses de manière très posée. Avant même la crise sanitaire, on ne peut pas se baser uniquement sur ce phénomène-là pour pouvoir construire. D'ailleurs, on le voit bien, on a besoin d'investisseurs privés parce que ça fait partie d'une envie aussi de pouvoir se sécuriser pour la retraite. Et un des gros enjeux du futur quinquennat, c'est aussi d'être capable d'apporter des revenus complémentaires à ceux des revenus du travail. Et ça passe aussi par rapport à ceux qui font confiance et contribuent à une politique logement où on va améliorer l'offre. Et il y aura besoin de construire. On peut se retrouver là-dessus ou pas? Allez-y, Valérie Létard, Mickaël Nogal. Rapidement, si vous voulez bien l'un et l'autre. À deux reprises, tu as parlé d'outils dézonés. Pinel, PTZ. Ça me fait penser à quelque chose qui est fortement présent dans le document qui a été porté par M. Rebsamen et qui a fait l'objet d'un travail et d'échanges. C'est qu'on parle beaucoup des zones tendues. On oublie de parler des zones détendues. On a parlé de produire plus. On n'a pas parlé de produire mieux. On n'a pas parlé de mixité. On n'a pas parlé du besoin que nous allons avoir. Et d'ailleurs, on le voit dans les chiffres que vous proposez, qu'on produit du logement aussi, beaucoup de logements, y compris des logements sociaux, hors zone tendue. Je viens du Valenciennois. 7000 demandes de logement non satisfaites. Nous sommes en zone non tendue. C'est un arrondissement de 400 000 habitants. Est-ce que vous croyez que ce zonage, il a du sens? Et pourtant, on a besoin aujourd'hui de dézoner aussi nos zones urbaines sensibles, nos quartiers en politique de la ville. On a besoin de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de dispositifs pour venir justement apporter des offres nouvelles. Et je crois qu'au-delà des outils dont vous parlez, des outils fiscaux qui sont essentiels, et ce que vous avez dit, monsieur, mérite évidemment de creuser effectivement comment nous arrivons vers un nouveau statut, vers une harmonisation, une sortie de niche fiscale, en tout cas une lisibilité à long terme pour effectivement les gens qui vont s'engager dans ce statut de bailleur privé. Comment on sort effectivement de logique de Pinel, comment tout doucement on lise vers d'autres solutions. Mais au-delà de ça, je pense qu'il ne faut pas oublier que produire du logement plus et mieux, ça n'est pas qu'en zone tendue. Et ce que tu as dit résonne aussi pour moi dans ce que tu appelles le dézonage. Vraiment, regardons les choses globalement. On va revenir sur ce point précis du dézonage. Bien sûr, c'est d'autant plus important que c'est une proposition de la FFB qui sera portée par Cécile Mazot dans 3-4 minutes dans le deuxième tour de table de cette table ronde. Mais c'est bien parce que tout ça se pense ensemble. On ne pense pas ça par zone pour le coup, même intellectuel. Vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir justement sur les zones non tendues, pourtant qui sont en forte demande de logement. Un des problèmes qu'on rencontre, c'est le foncier. Le prix du foncier aujourd'hui devient, dans beaucoup d'endroits, un frein à la construction. Souvent, c'est de 30 à 50% du projet global, du coût du projet global, selon la région. Et moi, dans les Landes, je suis particulièrement confronté. Une proposition qu'on porte à ce sujet, c'est tout simplement d'inverser la fiscalité du foncier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le foncier, on est encouragé à le garder le plus longtemps possible pour être défiscalisé des plus-values au bout de X années. Nous, ce qu'on propose, c'est tout simple. Défiscalisons les plus-values au début, et plus on attend, plus on est fiscalisé sur les plus-values. En plus, elles seront plus importantes, donc l'État s'y retrouvera. Ça nous semble une mesure très facile à mettre en œuvre et qui libérerait du foncier très vite et en grande quantité. Allez-y, il nous reste 40 secondes sur cette partie de table ronde. C'est presque un oui-non. Allez-y. Simplement pour réagir, je pense que là aussi, il ne faut pas opposer les zones tendues et les zones détendues. Je me souviens, et je
crois que c'est un point d'accord qu'on a eu aussi au Parlement avec la défense du PTZ, et je me souviens de longues discussions qu'on a eues avec Jacques Chanu aussi, qui s'était mobilisé beaucoup à ce moment-là pour préserver le PTZ en zone B2 et C, c'est-à-dire dans les zones les plus détendues. Et j'avais pris position à l'époque contre le gouvernement, contre l'avis du gouvernement, pour défendre ce prêt à taux zéro. Vous voyez que c'est possible dans parfois. les zones détendues. C'est parfois possible. Oui. C'est parfois possible. Et ensuite, je ne veux pas opposer non plus construction et rénovation ou mobilisation du parc ancien. J'ai été le premier à défendre le dispositif loi abordable qu'avait créé Emmanuelle Cos à l'époque où elle était ministre du Logement. Et on travaille avec Emmanuel Vargon pour adapter ce dispositif, pour faire en sorte qu'en plus de l'effort sur la construction, il y ait une mobilisation du parc privé, et ça servira aussi à la mixité dont parlait Valérie tout à l'heure. Très clair. Merci beaucoup à tous les quatre. Je vais vous laisser rejoindre vos places dans la salle. Et j'appelle les participants du deuxième tour de cette table ronde, mais là pour le coup, le premier tour n'est pas qualificatif pour le second. Benoît Apparu, Marie-Noëlle Lindemann et Cécile Mazot. On va notamment parler de dézonage. Cécile Mazot, qui est présidente de Foncière Logement en charge de l'innovation à la Fédération française du bâtiment. Benoît Apparu, président du directoire de l'INLI, qui fait du logement locatif intermédiaire. Et Marie-Noëlle Lindemann, ancienne ministre du Logement et sénatrice socialiste. Voilà notre... Non, je suis plus socialiste. Vous n'êtes plus socialiste, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Socialiste. J'ai créé un mouvement qui s'appelle la gauche républicaine et socialiste. Excusez ma voix, j'ai des problèmes de corde. Mais votre gauche républicaine reste socialiste. Et reste de gauche aussi. Elle reste de gauche aussi. Très bien. Merci de la précision. Cécile Mazot, mettons sur la table, et vous avez vu que les participants de la première partie de cette table ronde n'ont pu s'empêcher de l'évoquer déjà, mais mettons sur la table cette bataille territoriale que vous estimez à la FFB devoir mener. Votre proposition choc, c'est de faire disparaître le zonage territorial qui limite l'aide au logement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement des prêts à taux zéro sur tout le territoire, c'est ça? Non, là. Allez-y. Le micro est un peu loin. Dans un premier temps, déjà, le président Saleron l'a dit tout à l'heure, la France, c'est une terre de bâtisseurs. Donc déjà, nous avons besoin d'une politique forte sur la politique du logement, bien évidemment, et une politique qui est surtout une vision globale. On ne peut pas acter, choisir des politiques qui centrent ou qui démaillent le territoire. 3 enjeux d'aménagement majeurs au niveau du territoire. D'abord, vous en avez parlé tout à l'heure, la ZAN, la zéro artificialisation nette. On ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas délimiter, on va dire, partir du territoire, partir de Paris, créer un outil national sans prendre en compte la diversité locale. On l'a bien vu suite au Covid, les villes de taille moyenne attirent de plus en plus, on a un territoire qui évolue. Notre France est attractive et donc du coup ce maillage doit être revu. Donc la Fédération française du bâtiment demande d'ouvrir la possibilité de modulation locale de la ZAN et de prendre en compte justement les territoires. Les spécificités territoriales. Exactement, c'est très important. Un deuxième point qui est également important, c'est sur le zonage ABC. On l'a rappelé, la dernière révision, elle date de 2014. Vous pouvez vous redresser. Oui, c'est un peu... Le micro proteste. On est un peu tordu. Oui, oui. Donc en 2017, on attendait donc une révision de ce zonage, il n'a pas eu lieu, donc depuis 2014, pas de révision. Donc le zonage qui permet d'identifier les aides n'a pas été remis à la baisse. Donc la fédération demande du coup une remise à plat de ce zonage avec un PTZ, donc un prêt à taux zéro qui passerait de 20 à 40%, donc 40% de la totalité des travaux effectués. Avec une étendue, enfin on étendrait le PTZ à l'ensemble du territoire. Okay. Voilà. Le troisième point, c'est une politique écologique. J'aime bien diviser le mot écologique. Aujourd'hui, on se retrouve un petit peu dans une situation ubuesque où on ne peut pas démolir, on ne peut pas densifier, et on parle de zéro artificialisation au niveau des sols avec tout ce qui en va. Et puis on a bien vu la discussion sur les maisons individuelles et la stigmatisation que ça peut engendrer. Donc, moi, j'aimerais savoir comment demain on va pouvoir construire, comment demain on va pouvoir loger les Français, comment on va pouvoir répondre à la lutte contre le logement insalubre et l'habitat indigne
on a des demandes qui sont fortes. Si une politique globale forte sur l'habitat n'est pas mise en place, les tensions vont s'accélérer. Sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire. Sur la même logique. Exactement, on est bien d'accord. Maïnol Lindemann, qu'est-ce que vous retenez de ça? Bon, d'abord, je voudrais dire que je partage le diagnostic sur une chose, c'est que nous avons besoin partout de logements. Partout, il y a des besoins de logement et la plupart du temps, de logements abordables pour les catégories moyennes, modestes ou populaires. C'est-à-dire des logements qui soient plutôt moins chers que ce qu'on produit tendanciellement aujourd'hui. Deuxièmement, la France fait trop l'autruche sur ses besoins de logement. Quand je suis devenue ministre en 92, on me disait déjà qu'il fallait 300 000, 350 000 logements. Aujourd'hui, il y a toujours la même crise, toujours le mal logement, et on me dit qu'il faudrait autour de 350 000, ce que les pouvoirs publics écrivent. Or, justement, votre fédération, elle monte au moins à 400 000. Hein. Moi, je ne sais pas si c'est 400, 450, mais il faut un choc qualitatif, quantitatif et par ailleurs qualitatif partout sur nos territoires. Évidemment, ce n'est pas la même chose en zone tendue et ailleurs. La deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est que le décrochage entre l'évolution... Pardon, on va revenir sur la deuxième chose. Vous dites que ce n'est pas la même chose en zone tendue et ailleurs. Ça veut dire que pour vous, on doit clairement plus travailler non, sur justement. Alors voilà, donc c'est important de le préciser. Il faut planifier territorialement et adapter les outils aux besoins territoriaux et pas commencer à dire on va cibler que sur les zones tendues en négligeant le reste. Il faut donc adapter les outils. Mais il y a un fond commun à tout cela. C'est qu'il y a eu un décrochage entre l'évolution des prix du foncier et par ailleurs de l'immobilier avec l'évolution des revenus des Français et par ailleurs de l'inflation. Et c'est devenu intenable. Donc, pour moi, il y a une priorité absolue. Si on veut construire davantage, rénover, il faut qu'on arrête cette divergence des prix du foncier. Il faut réguler les prix du foncier. L'OCDE a demandé à tous les États de faire cet effort. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des mesures fiscales, des mesures essentielles à prendre. Et dans ce foncier, il faut que le logement social, que ce soit le locatif social ou l'accession à la propriété, ait une part importante qui lui soit réservée parce que nous avons besoin partout de logements sociaux. Ça veut dire que vous allez jusqu'à un blocage des prix? Non, je pense que la France ne serait pas prête à un blocage des prix du foncier. En revanche, on peut avoir une fiscalité ou rendre interdit des plus-values excessives et éventuellement une fiscalité progressive par strate en fonction des plus-values. Bon, voilà. En tout cas, il y a à réguler le foncier, il y a à retrouver du foncier public ou collectif, par exemple avec les OFS. Et ensuite, il faut qu'on reconstruise du logement dans la diversité des attentes de nos concitoyens. Reconstruire sur l'existant, ça coûte cher. Et donc, il faut des subventions publiques. Il faut des politiques publiques qui accompagnent cela. Permettez-moi de plaider, parce que je l'ai peu entendu, sur l'urgence de redonner au mouvement HLM les moyens massifs de construire et de rénover. Et ce n'est pas les prélèvements qui ont été faits sur ce mouvement qui nous ont apporté quoi que ce soit, c'est l'inverse, ils ont freiné. Dernier argumentaire, oui. Je suis pour qu'on construise massivement. Ça on l'avait compris. Mais il ne faut pas croire que c'est ça qui va faire baisser les prix, ni de l'immobilier, ni du foncier. Le stock est tel que la construction supplémentaire. Et je veux plaider sur ça. Vous qui travaillez dans le bâtiment, plutôt qu'on mette notre argent sur des terrains, c'est-à-dire une forme de rente, ou sur lequel rien n'est fait par celui qui s'enrichit, on ferait mieux de mettre l'argent pour la qualité du bâti, pour la juste rémunération de la filière et pour l'évolution verte de cette filière et de notre construction. Votre point de vue est clair. Et je confirme que vous êtes bien de gauche. Comment ? Je confirme que vous êtes de gauche. Ah ben en général, vous le savez tous un peu. Hein. Benoît Apparu, oui, bien sûr, je vous taquine. Et d'ailleurs, c'est pas une taquinerie. Benoît Apparu. À la fois sur ce qui a été proposé et sur ce qui vient d'être avancé. Mais peut-être d'abord sur ce qui a été proposé par la Fédération. Sur ce qui vient d'être proposé par la Fédération, on avait deux points assez différents. Sur le second point, je partage complètement ce qui a été dit. On ne peut pas continuer à vivre avec des injonctions contradictoires.
D'un côté, il nous faut moins consommer d'espace naturel parce que l'étalement urbain est la première cause mondiale des émissions de gaz à effet de serre. Et de l'autre, on nous dit qu'il faut construire plus, mais pas en faisant de la densité et pas en faisant de la hauteur. C'est totalement orthogonal. Si on regarde les grands enjeux que nous devrons affronter les uns et les autres dans les 20 ans ou 30 ans qui viennent, on en a deux qu'il faut prioriser en rang numéro 1. L'enjeu climatique et l'enjeu démographique. L'enjeu climatique, ça signifie que nous devons stopper l'étalement urbain. L'étalement urbain est responsable de 42% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. 42%. Donc on doit stopper de façon progressive, de façon intelligente, de façon programmée, mais il faut globalement stopper l'étalement urbain. C'est un peu ce que dit Emmanuel Vargon sur la maison individuelle, hein, en l'occurrence. Hein. Non, parce que la maison individuelle, il ne faut pas la stigmatiser en tant que telle. Entendu. Le pavillon sur 1000 m² de terrain, c'est peut-être pas la solution de demain. Par contre, la maison de ville, aujourd'hui, est beaucoup plus dense que l'habitat vertical ou entour du logement social. Donc, il faut mettre un tout petit peu de nuance dans ces propos-là. Les premiers points, il faut stopper l'étalement urbain. Mais si on stoppe l'étalement urbain, c'est-à-dire si on arrête de prolonger les villes à l'horizontale, il faut assumer de le faire pour partie à la verticale. Parce que nous avons des enjeux démographiques et en France, comme au niveau mondial, nous avons une pression démographique à laquelle il faut bien répondre. Donc, totalement d'accord sur le fait que les injonctions contradictoires n'aboutiront qu'à une chose, on ne produira plus, et donc on aura des conséquences sociales assez lourdes en termes des populations non logées. J'aurais peut-être un peu plus de nuances, on va dire ça comme ça, sur la première préconisation qui consiste à dire le même prêt à T0 partout sur tous les territoires. Est-ce qu'il faut construire sur l'ensemble des territoires? La réponse est oui, parce qu'on a partout un vieillissement de la population, parce qu'on a partout des cohabitations. Par contre, les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes en Île-de-France qu'à Clermont-Ferrand. Et donc, il faut évidemment avoir des politiques en termes quantitatifs qui seront différenciés entre ce qu'on fera en Île-de-France et ce qu'on fera à Clermont-Ferrand. Deuxième élément, vous ne pouvez pas avoir la même aide quand le prix de sortie au mètre carré est à 1 500 € ou quand il est à 10 000 €. Si vous mettez 40% partout, ça veut dire que vous allez sur-subventionner d'un côté et sous-subventionner de l'autre. Donc vous il faut nuancer le conditionnez au prix du mètre carré, en quelque sorte. En gros, l'avantage de la préconisation qui est faite par la FFB... C'est déjà compliqué, hein, le taux... C'est pour ça, c'est que l'avantage de la préconisation de la FFB, c'est qu'elle est très simple et trop robuste. Par contre, elle ne s'adapte pas aux diversités territoriales que vous avez pourtant évoquées vous-même. Et là encore, je me répète, je suis maire d'une commune où le prix au mètre carré dans l'ancien est à 1 400 €, à 2 000 € du mètre carré en neuf, et je travaille... Chalon, hein, pour ceux qui en Champagne, et je travaille en Île-de-France où on atteint des prix au mètre carré à 15 000 € du mètre carré. Si vous avez la même politique publique avec des besoins quantitatifs différents et des prix aussi différents, on ne s'en sortira pas. Cécile Mazot, vous voulez rebondir là-dessus? Je pense qu'avec M. Apparu, on est déjà d'accord sur une chose, c'est qu'il faut étendre le PTZ à l'ensemble du territoire. Après, qu'on parle de volume ou qu'on parle de prix, ça, c'est des choses qu'on peut regarder ultérieurement. Vous m'avez fait dire ce que je n'ai pas dit, vous devriez faire de la politique. Peut-être. Vous avez arrêté d'en faire, en tout cas au niveau national, peut-être pour ça aussi. En attendant, un jeune qui souhaite démarrer et acheter un appartement ou rénover ou en tout cas avoir accès dans son parcours au niveau de logement, on ne peut pas dire on va tout miser sur des grandes métropoles et puis finalement pas miser sur des villes qui attirent économiquement les salariés, les jeunes salariés. Donc je pense que, je ne sais pas si c'est une question de quantité ou de volume ou de prix, mais le fait d'étendre ce PTZ me paraît beaucoup plus juste et beaucoup plus, on va dire, juste pour les jeunes, oui, parce que les jeunes, bien souvent, on est à l'accession à la propriété. Je pense qu'il faut, il faut accélérer cette accession digne à la propriété, et je pense que d'étendre ce PTZ est une très bonne chose. J'ai déposé à longueur de journée des amendements pour étendre, revenir, disons, à l'ancien système du PTZ, où on avait le doublement de la quotité qui était sur l'ensemble du territoire. Et ça a été réduit aux zones denses. Je préconise qu'on y revienne, parce que certes, le prix du terrain est différent, mais les revenus sont tendanciellement beaucoup plus bas dans les zones, disons, non tendues que dans les autres. Deuxièmement, vous allez voir que je suis de gauche, je suis frappée d'une chose, c'est quand vous regardez la contribution des collectivités publiques
dans les zones dites tendues, donc riches, pour les politiques du logement, elles ne sont pas considérables, pendant que les autres ailleurs, eux, font souvent des efforts. Et la nation donne beaucoup aux zones tendues riches. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner beaucoup si on régule les prix. Mais sinon, on va entretenir la hausse des prix. Je rappelle que dans le prêt à taux zéro, ce qui est très important, c'est justement que c'est compté comme un apport personnel. Or, il ne vous a pas échappé que les nouvelles règles des banques de précaution visent à justement exiger plus d'apport personnel. Le PTZ y contribue. Et je veux terminer là-dessus. Oui, il y a eu une massive augmentation de l'accession à la propriété en France, mais pas de l'accession sociale. Donc il faut bien s'attacher à développer. Les couches populaires attendent de la promotion sociale, que l'ascenseur républicain fonctionne sur leur salaire et sur leurs conditions de logement. C'est pourquoi je plaide pour un PTZ plutôt généralisé, voire proportionné ou calibré non pas par zone, mais par rapport au prix moyen du mètre carré. Oui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, effectivement. C'est une des... On voit bien que finalement, vous n'achetez pas le PTZ à 100%, en quelque sorte ouvert, totalement ouvert, et que chacun d'entre vous voulait le moduler selon des critères qui d'ailleurs ne sont pas les mêmes. Vous avez compris ça, Benoît Apparu? Pour Marie-Noëlle Lienemann, c'est le prix au mètre carré, quoi. Prenons le point en sens inverse. Regardons le rapport que nous entretenons les uns et les autres avec les revenus que nous avons en fonction des territoires et ce rapport entre les revenus des territoires et le prix des logements. Pour le dire plus clairement, je reprends l'exemple de Châlons-en-Champagne. Châlons-en-Champagne, vous avez des prix au mètre carré qui sont ceux que j'ai évoqués tout à l'heure. Quelqu'un qui a un revenu moyen peut accéder 1500, à la... 2000 euros, vous allez dire. Le mètre carré. Oui. Quelqu'un qui a un revenu moyen, un fameux key worker dont on parle de façon de plus en plus fréquente, peut accéder à la propriété sans aide. C'est une réalité aujourd'hui statistique. Pas beaucoup. En Ile-de-France, pas suffisamment pour Marie-Noëlle Lienemann. En Ile-de-France, ce même key worker, qui a exactement le même revenu à Châlons et à Paris, en Ile-de-France, c'est du lumpenprolétariat. Et donc, on ne peut pas traiter deux territoires aussi différents de la même façon. C'est juste ça, le message que je voulais passer. Deuxième élément, je voulais réagir par rapport à ce qu'évoquait Marie Lienemann à l'instant, sur la partie logement social. Le logement social a besoin, évidemment, de continuer à produire massivement des unités de logement pour ceux qui ont les plus difficultés à se loger, et notamment dans les zones les plus tendues. Est-ce qu'il a besoin de plus d'argent public pour le faire? C'est là où j'aurais peut-être une nuance, et ma casquette de droite va revenir par rapport à sa casquette de gauche. Regardons la réalité des choses. Le monde HLM français, c'est 5 millions de logements. Si je mets en valeur de ces logements à 75 000 euros le logement, ça fait 350 milliards d'euros d'actifs. 350 milliards d'euros d'actifs détenus par le monde HLM. Je veux bien qu'on me dise que quand on détient 350 milliards d'euros d'actifs, on a besoin de 300 ou 400 millions d'euros de plus pour effectivement produire, mais j'ai des doutes. Et je reste intimement convaincu que la masse financière, qui est celle aujourd'hui en propriété des bailleurs sociaux, est amplement suffisante pour produire en toute autonomie financière plus de logements sociaux qu'aujourd'hui. La question, ce n'est pas de savoir s'il faut en faire plus ou moins, c'est de savoir si on a besoin de plus d'argent public pour le faire. Et là, de mon point de vue, la réponse est gravissime. 15 secondes, si vous voulez bien. Oui, ce modèle de la financiarisation, c'est-à-dire de fait, comme vous avez un actif, vous pouvez le vendre, et ça va permettre d'en construire d'autres, outre le fait que ça n'augmente pas beaucoup le stock de logements. C'est le modèle qu'ont fait en partie l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et qui en arrive à la conclusion que ce qu'ils ont vendu, ils vont les racheter. 59% des Berlinois ont voté pour que la puissance publique rachète les logements sociaux qu'ils avaient vendus. Or, ce système de financiarisation, elle augmente les coûts, elle réduit la masse de logements, et ce n'est pas que pour les très pauvres. Les travailleurs clés travaillent souvent avec des revenus qui les amènent dans les HLM et même pas au logement intermédiaire. Donc je suis totalement hostile, sans compter que les pouvoirs publics nous poussent à vendre au HLM et que, manque de chance, les gens ne veulent pas acheter. Et dernière chose, maintenant on nous dit vous vendez, et les amis d'Action Logement le savent bien, leur parc, on leur dit vous devez vendre,
ils ont vendu et on leur dit surcompensation, on va vous enlever des aides. Les HLM n'en demandent pas plus, ils demandent TVA 5,5 et qu'on leur restitue ce que leur a prélevé injustement pour financer les aides au logement des plus pauvres. C'est-à-dire le parc social paye les aides au logement des plus pauvres. On ne l'a pas demandé aux privés conventionnés, on ne l'a pas demandé à d'autres, c'est pas juste. Merci de ce point. Vous avez eu un peu plus de 15 secondes, mais je reconnais votre flamme. Hein. Merci. La différence entre le hors-taxe et le TTC. La voix revient. Vous voulez conclure d'un mot sur ce point-là ? En tant que chef d'entreprise, ce que je souhaite, si je devais faire un rêve pour les 10 ans à venir, moi je souhaiterais que mon pays ait un ministère du logement à part entière, je souhaiterais que mon pays ait une politique du logement forte, je souhaiterais que mon pays ne divise plus mais rassemble, et je souhaiterais qu'on mise sur la rénovation énergétique bien évidemment, et sur le neuf décarboné parce qu'il y a une urgence climatique. Merci beaucoup à tous les trois pour cette discussion. Je pense que vous devez vous définir comme un maire bâtisseur à Châlons-en-Champagne, en tout cas que c'est une ambition qui peut être la vôtre, pas du tout? Pas du tout, pour une raison très simple, c'est qu'à Châlons-en-Champagne, il y avait en 1975 55 000 habitants, il y en a 46 000 aujourd'hui. Donc effectivement, quand vous avez une baisse démographique, vos besoins de production sont moindres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout du même volume que lorsque vous avez exactement l'inverse. Entendu, merci. Celui qui se définit comme un maire bâtisseur, et donc il va dire sensiblement des choses différemment de vous, mais c'est tout l'intérêt de ce débat, c'est François Rebsamen qui vous envoie ce message de Dijon. Et merci encore pour ce débat. Si le produit intérieur brut n'a pas progressé au premier trimestre, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de construction. Et donc le PIB, il a stagné à 0% au premier trimestre. Manque de construction. C'est une richesse, la construction, c'est ce que je veux dire. L'état des lieux, il est assez simple aujourd'hui. En zone détendue, là où on n'a pas le plus besoin de logements, on construit des logements. En zone tendue, c'est-à-dire dans les grandes villes, là où on a besoin de logements pour accueillir les gens, on ne construit pas assez de logements. Et ça, c'est un diagnostic partagé par tous les acteurs. La FFB a émis un diagnostic, si on ne relance pas la construction, qui aura sûrement une crise majeure, sociale d'ailleurs, dans les années qui viennent, d'ici 5 ans. Je partage ce sentiment et je partage ce diagnostic. C'est difficile d'accueillir des nouveaux habitants. Ça coûte cher aux villes. Chaque nouvel habitant, chaque nouvelle famille a un coût parce qu'il faut construire les équipements publics qui vont avec. Il faut convaincre les maires qu'il y a encore un avenir pour des maires bâtisseurs. Ça veut dire qu'il y aura un retour sur investissement. S'ils construisent des logements, mais à condition que l'État nous aide et l'État compense financièrement ces coûts. Il faut aujourd'hui renverser la vapeur et il faut passer d'un choc de la demande à un choc de l'offre. Et donc il faut construire des logements. Ce que j'ai proposé et ce qui est retenu par la ministre du Logement, c'est qu'il y ait des contrats locaux, des engagements, on pourrait dire, partagés entre la collectivité et le ministre. Mais regardons si vraiment tous les besoins sont à tel endroit et est-ce que l'analyse plus fine ne permet pas de dire qu'aussi il y a des problèmes en zone détendue qu'il faut régler. Et donc mon idée c'est de dire, et je crois que c'est partagé, il faut être le plus fin possible en matière de construction de logements et d'analyse de la situation. Zéro artificialisation nette, c'est l'objectif en 2050. Aujourd'hui, il faut bien sûr moins artificialiser. Il faut même désimperméabiliser les sols, là où c'est possible, en ville. Pour autant, entre zéro en 2050 et des progrès aujourd'hui, on n'est pas encore à se dire on ne peut plus construire. On doit construire. On doit le faire de manière raisonnable, durable et bas carbone. Il faut pouvoir adapter à l'offre locale. Et il faut que les professionnels soient associés à cette réflexion, bien évidemment. Elle ne peut pas naître uniquement comme ça de l'idée d'un seul élu ou de la seule ministre. Voilà pour notre première table ronde sur le logement à horizon 2027. Deuxième thème que nous souhaitions aborder avant d'entendre les candidats à la présidentielle, quel modèle social pour le bâtiment de demain?
J'appelle les premiers invités de cette deuxième table ronde, Anthony Lauda, Carole Grandjean, Patrick Mignola et François Miquet-Marty. Bonjour à tous les quatre. Je vous redécris par vos titres. Anthony Lauda, vous êtes président de la commission sociale de la FFB, inquiet des modèles mercenaires, de la lutte contre la fraude, de la sous-traitance, et avec des propositions sur la pénibilité, si j'ai dit la totalité de l'affaire. Carole Grandjean, députée LREM, La République En Marche de Meurthe et Moselle. Patrick Mignola, vous êtes député de Savoie et président du groupe Modem de l'Assemblée. Vous êtes là. Et François Miquet-Marty, évidemment, patron de l'Institut Viavoche. Je dis évidemment parce que François Miquet-Marty est un habitué des émissions de télévision que j'avais l'habitude de présenter. Anthony Lauda, allons-y, posons les propositions sur la table. C'est intéressant de mettre immédiatement les choses sur la table, comme ça c'est la FFB qui donne le là. Vous voyez, c'est l'avantage. On l'a entendu dans le film tout à l'heure, vous repartez en guerre contre la fraude. Oui, on repart en guerre contre la fraude au détachement, notamment. Et donc, il est vrai qu'on milite pour qu'il y ait, comment dire, davantage de contrôle, notamment le week-end et la nuit. Donc, pour lutter contre ces chantiers qui sont, ma foi, illégaux, finalement, puisqu'ils emploient des gens de manière incontrôlée. Ouais. Quelles sont vos autres propositions ? Eh bien, on est aussi favorable à l'éradication de l'entreprise éphémère, qui est donc, vous savez, ces entreprises qui ne durent pas, donc qui sont, comment dire, au bout de même pas un an, on les voit liquidés et les dirigeants repartis sous d'autres cieux. Donc, ça fait partie aussi de ces choses. Voilà. Et en l'occurrence, est-ce que la limitation de la sous-traitance entre dans cette catégorie ? Aussi, la sous-traitance limitée à 2 rangs, on milite aussi à ce que la sous-traitance soit limitée à 2 rangs pour pouvoir aussi lutter contre cette fraude. C'est votre principal sujet aujourd'hui ? Ça fait partie de ces sujets, oui. Quels sont les autres sujets ? On a des propositions notamment en matière d'auto-entrepreneurs, enfin donc de micro-entreprises, hein, puisque on sait que donc, les micro-entreprises, c'est un peu un fléau. Notamment, on est pour que ce soit limité dans le temps à 2 ou 3 ans, pas plus, pour que ce soit un vrai tremplin. Donc, chose qui était prévue à l'origine, hein, puisque c'était censé être une mesure qui aide à l'entrepreneuriat, et c'est devenu quelque chose qui s'est installé, qui s'est mal installé finalement. Voilà. Ok. Sur ces sujets-là, qu'est-ce que vous répondez ? Je m'adresse d'abord aux deux politiques de la table. Allez-y, qu'est-ce que vous répondez là-dessus ? Écoutez, beaucoup de choses. Effectivement, c'est un vrai engagement depuis 2017 que nous avons pu porter avec une mobilisation européenne que je voudrais aussi remettre en perspective, notamment sur le travail détaché, bien sûr. Le travail détaché en soi est quelque chose qui peut être organisé et qui, sur le territoire national, vient contribuer à la réalisation de chantiers. Et en soi, nous n'y avons pas d'opposition particulière. Pour autant, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'abus, aussi bien dans les droits des travailleurs en question que par rapport à la concurrence déloyale que cela peut impliquer lorsque le travail détaché est mal déclaré ou sous-déclaré ou pas déclaré. On a donc, au travers de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel en 2018, légiféré sur le travail détaché avec un vrai renforcement des sanctions qui ont été appliquées, qui ont été doublées, ainsi qu'en cas de récidive, une sanction qui peut monter jusqu'à 8 000 € et augmenter très largement le nombre de contrôles. Et je crois que c'est là vraiment le cœur du sujet, c'est qu'effectivement, nous devons nous déployer sur l'ensemble du territoire, et ça a été très largement fait, puisque... C'est ce que dit Anthony Lauda, en fait, pas suffisamment encore. Hein. En 2019... Notamment aller chercher le week-end, disait-il. Oui. Mais oui, bien sûr, c'est vrai. En 2019, on était passé à 24 000 contrôles effectués pour 20 000 contrôles objectivés. En 2020, crise oblige, 12 000 réalisés pour 10 000 d'objectifs. Donc on a très largement augmenté le nombre de contrôles. Mais c'est une vraie dynamique qu'il faut renforcer, persévérer, et évidemment, c'est un vrai enjeu économique aussi, parce qu'on a récupéré
6,8 millions d'euros de pénalités et d'amendes à ce titre. Donc il y a un vrai enjeu d'équité, de concurrence et évidemment de protection des travailleurs. Elle est estimée, cette fraude ? Alors, cette fraude particulière? La fraude par essence, elle est toujours difficile oui, à c'est un estimer. chiffre gris, oui, mais... Ce n'est pas moi qui vous dire le contrôle. Non, je sais bien, mais il y a toujours des estimations. Le contraire, ayant eu un rapport sur les fraudes aux prestations sociales à rédiger pour le Premier ministre, mais pour autant, ce qu'on a pu récupérer effectivement en 2019, c'était 6,8 millions d'euros, et très probablement, l'enjeu est bien au-delà. Oui. Bon, on n'a pas le chiffre, autrement dit. Mais non, mais la fraude, c'est par essence. Je sais bien, mais parfois on arrive à, même le trafic de cannabis, on arrive à savoir combien ça représente. Attention aux estimations. Oui, bien sûr. On va être prudent là-dessus. Il y a un point qui est très intéressant sur lequel je voudrais qu'on s'attarde, peut-être avec vous, Patrick Mignola, mais évidemment avec tous ceux qui souhaitent rebondir, c'est l'idée de la limitation de la sous-traitance. On est dans des métiers, comme les métiers de la sécurité par exemple, mais dans les métiers du bâtiment, où il y a une espèce de sous-traitance en cascade. Vous avez un gros opérateur qui attrape un contrat ou un marché, et on se retrouve avec 5, 6 niveaux parfois de sous-traitance, qui est absolument délirant pour si j'ose dire, le citoyen tout simple que je suis, quoi. Comment on répond à ça? Est-ce qu'il est possible de limiter la sous-traitance? C'est délirant d'ailleurs pour le citoyen que vous êtes, pour tous les citoyens français, et puis c'est délirant pour les entrepreneurs, parce que j'ai aussi été un entrepreneur pendant 17 ans dans le monde du bâtiment. Donc j'ai envie de dire oui, oui bien sûr, il faut limiter, sinon interdire la sous-traitance à partir du second rang, oui, parce que tout ça est un phénomène gigogne. Il faut aussi limiter les micro-entreprises à 2 à 3 ans. Je trouve que la proposition est fondée, intelligente, parce que la micro-entreprise a la vocation à être un démarrage et pas être un système structurel qui s'étend dans le temps. Je dis oui également à la lutte contre les entreprises éphémères, et ça c'est effectivement un travail de la part de l'administration. Tout est dans le champ applicatif, beaucoup plus que dans le champ législatif d'ailleurs. Mais je dis un oui si. Parce que moi, je veux bien qu'on envoie de plus en plus d'inspecteurs du travail, de contrôleurs sur les chantiers le dimanche et le soir. Je l'ai réclamé pendant 15 ans en étant entrepreneur. Mais s'il y a des types qui sont le dimanche et le soir sur les chantiers, c'est bien qu'il y a des gens qui leur ont donné des marchés. Et donc, il y a une petite responsabilité collective. Donc, la responsabilité du politique, elle est évidente dans la législation à faire évoluer. Et moi, je serai le premier à voter, évidemment, la limitation de la sous-traitance de second rang et des sanctions supplémentaires pour toutes les dérives que vous venez de citer. Mais je pense qu'il y a un petit travail de professionnel aussi. S'il y a des maîtres d'ouvrage qui, nonobstant la loi de 1975, ne veillent pas à ce qu'on n'ait pas des sous-traitants en cascade de 3e, 4e, 5e, 10e rang, et puis s'il y a des maîtres d'ouvrage, et parfois même publics, et parfois même des bailleurs sociaux, qui continuent de donner des marchés à des entreprises qui ont moins d'1 an et qui font travailler des mecs sans qu'ils soient déclarés, en fraude au détachement, le soir et le week-end, on va avoir un problème. Parce que si dans ce pays on attend tout des politiques, moi, ayant été chef d'entreprise, j'ai pris l'habitude de ne pas tout attendre des politiques. Oui. Mais je me dis une chose... C'est pour ça que vous êtes devenu député au final d'ailleurs. Bah oui, parce que comme ça au moins on change les choses. Parce que franchement... Non mais, vous savez le mieux, parce qu'on peut toujours réclamer des sanctions, hein, mais à la fin, le mieux c'est quand même de prévenir les fautes. Ouais. Vous vouliez réagir là-dessus? Oui, parce qu'en fait, beaucoup de choses ont été faites depuis ces 3 dernières années sur la lutte contre les fraudes, et notamment celles aux entreprises éphémères, avec dans la législation et dans les diverses PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, des mesures qui ont été prises pour renforcer le partage de données entre les différents organismes de protection sociale et administration. Et donc, évidemment, ça viendra accompagner l'enjeu qui est effectivement plutôt réglementaire et plutôt dans les usages finalement des différents partenaires de la lutte contre les fraudes, donc les différents organismes et administrations qui aujourd'hui rencontrent des contraintes techniques, aussi d'habitudes culturelles, à partager un certain nombre d'informations entre elles pour pouvoir efficacement lutter contre ces fraudes. Les entreprises éphémères, finalement, aussi au travers d'outils comme la déclaration sociale nominative, viennent finalement permettre une récupération d'informations beaucoup plus rapide ou des voyants, des éléments d'alerte qui vont nous permettre beaucoup plus rapidement, notamment pour les URSSAF, de venir intervenir et tout de suite prévenir la fraude en question. Donc ça c'est vraiment important. La sous-traitance, il y a un vrai enjeu de sous-traitance en cascade, des vrais enjeux
pardonnez-moi, parce que des formations, j'ai envie de dire, liées à la santé au travail pour prévenir effectivement là aussi les risques de santé au travail, et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais aussi de manque de visibilité, parce que dans le travail détaché, on a des outils qui nous permettent effectivement d'organiser le travail détaché et avec des cascades qui ne sont pas visibles par l'employeur initial. Donc de vrais enjeux. Si je dis les choses à plat, vous me dites tous les deux, et François, Mickey, Marty, je me tournerai vers vous après sur un autre sujet que je voudrais vous soumettre. Vous me dites tous les deux OK pour la limitation de la sous-traitance à 2 rangs, mais quand on va à Bercy... Alors, je n'ai pas dit 2 rangs forcément, mais en tout cas... limitation. Limiter, oui. Quand on va à Bercy, on dit si on le fait pour le bâtiment, il va falloir le faire pour tout le monde. Donc ce sera forcément une mesure universelle? Moi, je ne crois pas forcément à la mesure universelle. Ouais. On peut vous l'imaginer pour le bâtiment, en tout cas. Mais encore une fois, est-ce que c'est d'ordre réglementaire? Est-ce que c'est aussi de la responsabilité collective? Est-ce que ça passe par des négociations qui sont faites avec certains acteurs? Enfin, voilà, il faut voir comment ça peut se faire. Il faut le mettre en musique. D'accord sur le principe. D'accord sur le principe. Moi, je suis d'accord pour le faire quand il s'agit... On peut limiter à 2 rangs lorsqu'il s'agit de marchés en MOP. Lorsqu'il s'agit d'entreprises générales, il faut éventuellement aller au 3e rang. Mais il y a un corollaire à ça, c'est qu'il faut engager la responsabilité directe des maîtres d'ouvrage qui eux-mêmes sont chargés de surveiller à ce qu'il n'y ait pas des dérives en matière de sous-traitance en cascade. Donc il faut mettre le client dans l'affaire. Il faut que ça marche dans les 2 sens. Entendu. Je vous propose d'écouter, François, Mickey, Marty, je vais venir vous chercher là-dessus, le coup de gueule d'un chef d'entreprise du bâtiment d'Ille-et-Vilaine, qui s'appelle Guillaume d'Anjou, et qui propose de changer, vous allez l'entendre, les règles qui régissent par exemple l'enchaînement des CDD, vous voyez que j'ai changé de sujet, mais je suis toujours dans le domaine social, ou les droits aux allocations chômage. Alors, écoutez bien. Bonjour à toutes et à tous. La reprise dans le bâtiment est bien présente, mais des tensions sur les ressources humaines se font sentir. C'est un fait. Pour autant, le système travail proposé par la France génère des effets pervers tant aux salariés qu'aux entrepreneurs. Je pense notamment à la permittence. Ce système permet la succession de contrats courts, comme le CDD, avec des tranches de super congés payés. Bien entendu, ce système est financé à 100% avec les cotisations de tous les travailleurs. Cela dépasse les problématiques de nous dirigeants et de notre simple activité bâtiment. C'est une question de bon sens, de citoyenneté et du bon vivre ensemble. Est-ce que, par exemple, le principe du droit rechargeable ne doit pas-il être remis en question à l'heure d'une reprise économique forte? Au nom de la collectivité, nous avons besoin de tout le monde. Très souvent, nous parlons d'intelligence d'imaginer, de concevoir. Qu'en est-il de l'intelligence de faire? J'espère en 2022. Merci de vos réponses. François, Mickey, Marty, on a vu, si j'ose dire, le tollé, elle a été votée, mais le tollé provoqué par la loi, la réforme de l'allocation chômage, des allocations chômage. Bon. Est-ce qu'on peut imaginer aller s'aventurer sur ces territoires-là dans une période d'échauffement? Oui, on voit bien la sensibilité du sujet. Ce qui est frappant quand même, c'est que les choses, le rapport au travail évolue, y compris la nature du contrat de travail tel qu'il est souhaité pour l'avenir évolue. Alors, contrairement à ce que l'on pense parfois, on a une érosion du souhait du CDI, mais on n'a pas de mise en cause fondamentale du CDI en lui-même, y compris si on s'intéresse aux générations les plus jeunes, qui ont entre 18 et 24 ans, la plupart souhaitent avoir un CDI. Donc on est sur un souhait de stabilité. En revanche, il y a 2 choses qui changent. Il y a une réalité quand même, Bien sûr. La permittence, ça existe, l'enchaînement de CDD, ça existe. Bien sûr, il y a une réalité. Mais il y a 2 choses qui changent, et ça répond à votre question. La première chose qui change d'abord, c'est qu'on n'envisage pas nécessairement de passer toute sa vie dans la même entreprise. Donc on préfère au fond un enchaînement de CDI qui donne une stabilité plutôt que des activités qui puissent être variables. Et la deuxième chose surtout qui est fondamentale, notamment pour les salariés les plus jeunes, c'est tout l'accompagnement. C'est-à-dire au fond une vision peut-être plus pragmatique, notamment vous savez cette fameuse génération Z qui a entre 18 et 24 ans et qui aspire à avoir un accès au logement, à avoir un prêt, etc. Et tout ça est très tributaire du CDI. Donc il n'y a pas de remise en cause, si ce n'est à la marge, très marginalement, mais on n'a pas fondamentalement de remise en cause du CDI. En revanche, ce qui est important, c'est tout ce qui va autour. C'est-à-dire, au fond, on préfère être insider qu'outsider, et donc on préfère avoir des dispositifs qui nous accompagnent dans notre vie professionnelle. Alors ça, c'est la vision du professionnel du sondage, du professionnel de l'opinion. Ce que j'entends dans ce que disait ce chef d'entreprise, c'est quand même Guillaume d'Anjou, c'est quand même que la réalité, c'est pas tout à fait ça. Disons que, en tout cas, ce qu'il vit, c'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'on change les choses ou pas, l'un et l'autre? Oui, d'abord, vous avez eu raison de faire référence à la réforme de l'assurance chômage. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays où il y a 300 à 400 000 postes disponibles, alors qu'on a 2,5 millions de chômeurs qui sont encore inscrits à l'assurance.
Donc dans ces conditions, il fallait évidemment qu'on revoie les choses. Ça reste quand même le système le plus généreux de quasiment tous les pays de l'OCDE. Donc il ne s'agit pas de mettre les gens sur le trottoir, mais pour la question c'est est-ce qu'il est trop généreux? Finalement c'est ça la question qui est posée. Et finalement encourage un certain nombre d'habitudes qui privent les entreprises du bâtiment, notamment, mais peut-être d'autres, de ressources ou de CDI, de salariés. C'est surtout, en fait, tel qu'on l'a bâti aujourd'hui, il est moins généreux qu'il l'était auparavant. Ça ne permet plus de faire de l'assurance chômage seulement un système d'assurance et de solidarité qui auparavant pouvait être considéré comme un mode de vie par un certain nombre de salariés. Pour autant, c'est quand même dans le champ de la formation au plus près du terrain qu'on peut accompagner l'ensemble de ces professionnels. Et la question est de savoir si demain, quand on a des professionnels du bâtiment qui sont déjà formés, mais qui sont inscrits à Pôle emploi, on peut, à partir d'un deuxième refus, aller vraiment dans ce que prévoit déjà l'assurance chômage, c'est-à-dire une suspension pour un temps ou pour longtemps des allocations, premier élément. Et pour ceux qui sont dans des métiers qui, malheureusement, ne trouvent pas employeur, on peut les réorienter vers des formations professionnelles dans les métiers en tension. Et c'est ça tout l'enjeu de la réforme de l'assurance chômage. Je pense que c'est le cas. Et ne croyez plus que le monde du bâtiment est un monde dans lequel on veut plus orienter la bascule qui s'est opérée depuis 2 ans et demi, en matière d'apprentissage, où on a retrouvé un nombre extraordinaire, et c'est grâce à votre travail, c'est grâce à vos choix, c'est grâce aux efforts des entrepreneurs. La bascule qui s'est opérée pour qu'il y ait plus de jeunes dans le monde de l'apprentissage, dans le monde du bâtiment, montre que ça y est, il y a un petit signal qui est né dans les têtes. Alors, je le signale au passage, il y aura un sujet de pouvoir d'achat, priorité numéro 1 des Français et des plus jeunes en particulier. Et si dans les entreprises qui souvent sont de petite taille dans le bâtiment, on était capable demain de développer de la participation et de l'intéressement, on pourrait en plus, en les intéressant aux fruits de la rentabilité et de la croissance, les fidéliser. Oui, effectivement, moi, je crois qu'il y a une triple responsabilité dans la réalité que partage M. Danjou, que je partage au demeurant. Il y a la responsabilité finalement de l'État qui doit pouvoir organiser les conditions d'un équilibre entre les différents acteurs pour pouvoir motiver finalement chacun à s'engager l'un vis-à-vis de l'autre. Et donc la réforme de l'assurance chômage, c'est bien celle-ci, c'est celle d'organiser la double responsabilité, celle du travailleur, du salarié et celle de l'employeur. L'employeur, il est responsabilisé notamment au travers du malus, qui vient le décourager, chercher à le décourager d'organiser des contrats courts, et le salarié va être lui aussi découragé à la permittence de l'emploi décrit par M. Danjou, qui effectivement aujourd'hui, dans ce système, peut permettre de recharger des droits et de s'organiser en alternance de travail. Donc c'est bien là le sens de la réforme de l'assurance chômage. Mais pour cela, pour organiser cette responsabilisation de chacun, ce qui était très important, et c'est ce que tout à l'heure disait Patrick Mignola, c'est vraiment la question de la formation, de l'apprentissage. Il s'agissait véritablement d'organiser la protection et le renforcement des compétences de chacun. Et vraiment, moi, je salue les acteurs, puisqu'on voit bien qu'on est passé à 520 000 apprentis, donc on a très largement, à plus de 80%, multiplié, enfin augmenté le nombre d'apprentis. Et donc c'est dans cette dynamique-là qu'on va pouvoir aussi organiser l'attractivité des filières, organiser évidemment la recherche, finalement, la profondeur de carrière dans les métiers qui sont, par exemple, les vôtres. Mais c'est une responsabilité collective, là encore, celle de l'État d'organiser, mais aussi de l'employeur et du travailleur, et notamment au travers de cette réforme de la. Alors c'est intéressant, vous avez prononcé un mot qui est attractivité. C'est un sujet, l'attractivité des métiers. Essentiel. Et ce qui plaide parfois en défaveur du bâtiment, c'est la pénibilité. Bon. Qu'est-ce que vous proposez en matière de pénibilité? En fait, on est favorable à la mise en place, si vous voulez, d'un départ anticipé à la retraite, qui serait basé sur l'évaluation médicale personnalisée dans un système toujours mutualisé, par contre. Donc, finalement, prendre en compte les carrières, qu'elles étaient pénibles ou pas, enfin bref, j'aime pas employer ce mot pénibilité, puisque c'est un peu un mot inapproprié, je trouve. Donc, prendre en compte les carrières, prendre en compte aussi les évolutions personnelles des salariés, c'est-à-dire qu'il peut avoir été touché par la maladie ou que sais-je, et donc en tenir compte au moment du départ à la retraite pour avoir peut-être des départs en retraite anticipés, donc, et ainsi donc, couper court à cette histoire de pénibilité et de complexité de la pénibilité. Voilà. Il va nous rester 3 minutes sur cette partie-là, j'en suis un peu navré, peut-être je pousserai un tout petit peu les murs. Mais c'est pas sûr. Mais c'est pas sûr.
François Miquet-Marty, on est prêt à bouger sur ces sujets-là? Oui, de deux manières, et que vous avez bien, je pense, présenté tous les deux. En effet, l'idée de la pénibilité, elle est quand même de plus en plus considérée comme essentielle à tous les niveaux, hein, y compris dès lors qu'il s'agit d'une réforme des retraites éventuelle. Aujourd'hui, une majorité de Français qui considèrent que c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Et l'autre point que vous évoquiez très justement, la question de la formation, de manière générale, alors ça peut être en effet de l'apprentissage, ça peut être différentes formes. Cette formation est importante dès lors qu'elle inscrit durablement le futur salarié dans l'entreprise. Ça rejoint votre question de l'attractivité. D'ailleurs, au fond, comment on fait? Alors, la formation peut se faire par de multiples canaux. Elle peut se faire parfois au sein des grandes entreprises ou de plus petites entreprises. Elle peut se faire au sein d'une filière aussi, on peut l'imaginer. Et ainsi préparer des salariés qui vont peut-être rester plus durablement dans l'entreprise en question. Donc je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, sinon on n'en débattrait pas aujourd'hui, mais il y a en revanche une pluralité d'enjeux, au-delà de l'attractivité d'un métier en tant que tel. Tous ces éléments, la pénibilité en est un, la question de la formation, mais je pense que la formation a du sens dès lors qu'elle est pertinente, bien entendu, par rapport à l'exercice d'un métier, et dès lors qu'elle trouve un sens par rapport à une entreprise en particulier ou un secteur d'activité qui a besoin précisément des talents qui sont souhaités. Voilà, donc je crois qu'il y a tout cet aspect-là, et puis bien sûr les aspects de mutation générationnelle dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a une gamme de leviers au fond qui peuvent être pertinents. Vraiment, pardon, 20 secondes, allez-y, chacun. Tout à l'heure, votre témoin disait c'est l'intelligence par le faire qu'on souhaiterait valoriser. Ouais. C'est extrêmement intéressant. C'est comment est-ce qu'on accompagne la carrière durable avec des mobilités d'emploi, c'est-à-dire je fais un emploi à un moment T, j'en ferai un autre demain. Donc comment est-ce que je l'accompagne en termes de formation, mais aussi d'apprentissage par le faire, c'est-à-dire pas forcément théorique, et comment je me reconvertis tout au long de ma carrière. Et un enjeu extrêmement important de la proposition de loi que nous avons portée, ma collègue Charlotte Parmentier-Leclerc et moi, qui a été adoptée, c'est celle du maintien dans l'emploi. C'est celle de la prévention en matière de santé au travail. Comment est-ce que j'évite finalement les contraintes médicales qui font que je ne peux plus exercer mon emploi, que je suis inapte et que je sors du circuit de l'emploi. Et donc comment finalement je préviens l'inaptitude et ces sorties de carrière professionnelle qui sont souvent très dommageables en matière de perspective de carrière. Donc comment cette carrière s'organise tout au long de sa vie professionnelle et se réajuste en fonction de son âge, de ses appétences, de ses compétences. Vous voulez conclure d'un mot? Ou tout est dit? Allez-y. Je comprends parfaitement que la FFB ait envie de se débarrasser de l'usine à gaz qu'est la pénibilité. Mais je ne crois pas que ce soit la bonne solution que de faire partir les gens 5 ou 6 ans ou 10 ans avant à la retraite. En tout cas, c'est très contre-intuitif. Dans une société où on vit 10 à 15 ans plus longtemps qu'il y a 20 ans, je ne sais pas comment on peut travailler 5 ans de moins. En revanche, il faut travailler aux fins de carrière professionnelle et à la question de la transmission. C'est-à-dire que plutôt que parler d'un âge de départ à la retraite, on parle d'une durée de cotisation, et dans ces métiers du bâtiment, dans nos métiers, en réalité, on travaille plus tôt dans la vie, et donc on peut s'arrêter plus tôt dans la vie. Et il faut réfléchir à ce qu'on fait dans les 5 à dernières années de carrière, dans les 5 à 10 dernières années de carrière, et là se dire qu'on peut travailler moins pour former plus. Et donc, au lieu de travailler 35 à 38 heures par semaine, et ben on travaille plus que 30, plus que 25, puis plus que 20, et qu'on transmette son savoir. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de terrible dans cette société, que d'avoir travaillé toute sa vie, d'avoir accumulé des compétences, de l'expérience professionnelle, et de jamais pouvoir la transmettre aux jeunes, et que le jour où on part à la retraite, avec un bol de cacahuètes et un bol d'olive, on est remercié, et on a l'impression de ne pas avoir réellement participé à la transmission de son savoir. Merci à tous les quatre de cet échange. Merci beaucoup. Merci.